Aujourd'hui, on va plonger dans le portefeuille d'investisseurs célèbres pour découvrir leurs stratégies et les actions qu'ils choisissent. Je suis Nico de Gérer son patrimoine, ici on parle d'investissement et de gestion de patrimoine. Tu as sûrement déjà entendu parler de Warren Buffett, Peter Lynch, Chase Coleman ou encore Ray Dalio. Quelle est leur stratégie? Qu'est-ce qui se cache réellement dans leur portefeuille? Est-ce que certains des grands noms des marchés financiers partagent les mêmes actions? On va le découvrir ensemble. Avant toute chose, tu peux t'abonner et partager la vidéo. Tu peux également retrouver mon adresse mail en description pour me contacter. Les premières personnes qui me contactent auront un rendez-vous avec moi pour un bilan patrimonial gratuit permettant de mettre en place une stratégie d'investissement et d'optimisation patrimoniale personnalisée. Allez, commençons maintenant la vidéo. Commençons par un nom incontournable, Warren Buffett. C'est l'un des investisseurs les plus célèbres au monde. Il dirige Berkshire Hathaway, une société d'investissement qui achète des entreprises de tout secteur, de l'assurance à l'énergie en passant par les biens de consommation. Ses secteurs de prédilection actuels sont ceux de la finance et de la technologie. Sa politique de gestion repose sur des principes d'investissement de valeur. Buffett privilégie les entreprises avec un modèle économique solide, un avantage concurrentiel durable et une direction compétente. Il aime acheter des actions d'entreprises qu'il peut détenir sur le long terme, idéalement pour toujours. Il fait tout de même parfois des arbitrages, et dernièrement l'arbitrage le plus conséquent était la vente des actions Apple. Mais sur quelle entreprise investit Warren Buffett? Comment gère-t-il son portefeuille? Nous allons voir ça tout de suite. Regardons ensemble son portefeuille. Ici, nous pouvons voir les différents secteurs que compose son portefeuille. En majorité, beaucoup d'actions viennent de la finance et de la technologie. Nous voyons que 23% environ de son portefeuille est alloué à l'action Apple. Et cette action, on voit, a été vendue pour 25% de ces dernières actions qu'il avait en portefeuille ont été vendues au troisième trimestre 2024. On voit ici d'autres actions comme American Express, Coca-Cola, l'action qu'il possède depuis très longtemps, Bank of America, Chevron, Moody's, etc. Donc là, nous pouvons voir les différentes actions, les types d'actions qu'il a. Il a également Visa, Mastercard, Amazon, pour des parts un peu moins importantes que Apple ou encore American Express. Ici, quand nous zoomons, nous allons sur Apple, nous pouvons voir les périodes d'achat et de vente. Ici, nous voyons en 2022 et début 2023 les périodes d'achat, donc pour 4 millions d'actions. Ici, c'est vraiment le nombre d'actions achetées, donc 4 334 000 actions Apple ici achetées sur la période de novembre-décembre 2022. Et là, nous voyons les reventes qu'il a effectuées assez récemment. Il a commencé à effectuer des reventes sur Apple à partir de fin 2023 avec 10 millions d'actions vendues, puis 116 millions, 389 millions, puis enfin 100 millions dernièrement vendus au troisième trimestre 2024. Nous pouvons voir également qu'au quatrième trimestre 2024, il a vendu Bank of America, donc ici pour 114 millions d'actions. Il a également vendu donc un peu plus tard, donc au deuxième trimestre 2024, il a vendu entreprise Chevron pour 4 millions d'actions. Une autre chose intéressante à voir est le duopole Visa Mastercard. Ici, on voit qu'il possède les entreprises concurrentes dans le secteur de la finance, dans le secteur technologique finance, avec Visa et le concurrent Mastercard. Les dernières ventes sur ces actions ont été exécutées au quatrième trimestre 2021. Donc quand on regarde le portefeuille de Warren Buffett, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de reventes faites assez récemment. On voit que dans ce portefeuille, il y a des actions de qualité, solides, qui sont présentes sur le marché depuis un moment. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder, c'est est-ce que on retrouve certaines de ces entreprises dans le portefeuille des autres investisseurs et surtout, est-ce que ces autres investisseurs vendent depuis peu beaucoup de leurs actions, surtout dans le domaine de la technologie par exemple. Passons maintenant à Chase Coleman, le gestionnaire de fonds derrière Tiger Global. Tiger Global est un hedge fund célèbre pour ses investissements dans des entreprises de technologie et de croissance. Tiger Global est aussi connu pour sa stratégie d'investissement agressive, offrant des performances exceptionnelles à ses clients. Le fonds de gestion mise sur des startups et des entreprises technologiques à fort potentiel. En 2022, beaucoup de personnes remettent en question sa stratégie suite à la sous-performance du secteur de prédilection de Tiger Global. La politique de gestion de cette entreprise repose sur l'identification de tendances à long terme dans la technologie et la consommation numérique.
Ils cherchent à investir dans des entreprises qui sont sur le point de transformer leur secteur. Nous nous retrouvons sur le portefeuille de Tiger Global avec ce petit diagramme qui nous indique qu'il est exposé à 73% au secteur de la technologie, ce qui explique les performances exceptionnelles de ce fonds, mais également l'agressivité de ce fonds, c'est-à-dire que pour avoir ces performances, il a fallu être surexposé à un seul secteur en particulier, le secteur qui capte toute la croissance mondiale de ces dernières années, qui est le secteur de la technologie. Ici, quand on va un peu plus dans le détail, on arrive sur une première action qui est Meta, qui représente 18,5% du portefeuille. Ensuite, en deuxième action, on retrouve le géant Microsoft, puis on retrouve Alphabet, donc de la galaxie Google, en quatrième position, avec 7,2%. On retrouve d'autres grands noms comme Amazon. Ici, on retrouve Lilly, qui est le concurrent le plus important de Novo Nordisk, donc dans le secteur de la santé. Lilly reprend des parts de marché dans ce secteur, ce qui en fait une boîte assez intéressante et qui se retrouve du coup naturellement dans ce portefeuille d'investisseurs chevronnés. On a ensuite Nvidia pour tout ce qui est secteur pareil de la technologie semi-conducteur. Et toujours dans les semi-conducteurs, on retrouve TSM, donc Taiwan Semiconductor, entreprise qui a fait une belle performance sur l'année 2024. Regardons maintenant ensemble les ventes et les arbitrages qui ont été faits sur certaines de ces actions. On peut voir que les principales ventes ont été faites au quatrième trimestre 2023. Donc pour Meta, Microsoft, quand on zoome et qu'on regarde sur Meta, on voit que c'est une succession de ventes et d'achats. La dernière transaction est cette vente de 1 million d'actions, donc actions Meta, en novembre 2023 environ, donc au quatrième trimestre 2023. Pareil pour Microsoft, quand on zoome, on voit une succession de ventes et d'achats, avec beaucoup de ventes en 2021-2022, puis des rachats, des ventes successives, et enfin la dernière transaction était une vente à 787 000 actions vendues, tout ça fin 2023, donc quatrième trimestre 2023, en novembre-décembre 2023. Ici, on peut voir les PRU également. C'est-à-dire que Meta, on voit qu'elle a le PRU, donc le prix moyen, est de 167 $ pour un prix actuel de 510 $. On a vu que également ici avec ce portefeuille, des ventes massives ont été faites. Alors elles sont un peu plus anciennes que pour le portefeuille de Warren Buffett, puisque celle-ci date de fin 2023, début 2024. Et par contre, on a eu des achats au premier trimestre 2024, par exemple, avec Google, avec Alphabet. Ou par exemple, troisième trimestre 2024, on a eu quand même des achats sur Amazon. Et même quatrième trimestre 2024 avec Lilly. Sûrement depuis justement l'annonce qui a fait du bruit dans les médias d'une découverte pharmaceutique faite par l'entreprise Lilly qui donnait un avantage concurrentiel et permettait de prendre des parts de marché sur Novo Nordisk. Passons maintenant à Peter Lynch, l'un des gestionnaires de fonds les plus légendaires, ancien responsable du fonds Fidelity Magellan. Sous sa direction, le fonds a enregistré des rendements incroyables pendant plusieurs années avec des gains moyens annuels de 29%. Sa philosophie d'investissement ? Investir dans ce que vous connaissez. Lynch aimait rechercher des entreprises avec des perspectives de croissance solides, souvent dans des secteurs moins couverts par les analystes traditionnels. La politique de gestion de Lynch reposait sur une approche fondamentale avec une attention particulière aux petites et moyennes entreprises qui avaient un fort potentiel de croissance. Lynch était également célèbre pour sa recherche de 10 beggars, c'est-à-dire d'actions capables de multiplier leur valeur par 10. Il cherchait des entreprises sous-évaluées avec des perspectives de croissance de long terme et ces entreprises pouvaient offrir des rendements exceptionnels si elles réussissaient à se développer comme prévu. On comprend bien ici que l'on ne retrouvera pas de grosses entreprises comme Apple dans son portefeuille, mais sa stratégie reste intéressante pour permettre à son capital d'augmenter de manière significative. Cela montre bien l'intérêt d'investir sur des petites et moyennes entreprises et d'intégrer ceci dans une stratégie boursière. Attention, l'allocation doit rester minimale car elle est risquée et surtout peut être volatile. Enfin, terminons avec Ray Dalio. Il s'agit du fondateur de Bridgewater Associates, l'un des plus grands hedge funds du monde. Dalio est connu pour ses théories économiques et sa gestion des risques. Son approche est très analytique et repose sur l'étude des cycles économiques et des dynamiques géopolitiques mondiales. Dalio utilise une stratégie appelée Pure Alpha, qui vise à obtenir des rendements positifs quel que soit l'environnement économique.
Sa politique de gestion de fonds est axée sur la diversification et la gestion des risques. Il recherche des opportunités qui lui permettront de faire face à différents scénarios économiques. Il va donc détenir des actions, mais surtout des obligations, matières premières, or et ETF. En étant diversifié à ce point, il va pouvoir avoir quelques actifs qui performeront et rattraperont sensiblement les autres qui ne performeront pas, et ce, dans n'importe quel contexte économique. Pour illustrer sa stratégie, faisons un petit schéma avec la lecture de l'inflation en abscisse et la lecture de la croissance en ordonnée. Nous pouvons voir donc qu'il se dessine 4 zones avec pour chacune d'entre elles des actifs qui ont tendance à mieux performer. Nous avons ici une zone avec une forte croissance et une forte inflation. Ici, nous avons une zone avec une décroissance mais toujours une forte inflation. Ici, une zone avec une faible croissance, donc une décroissance et une déflation. Et ici, une forte croissance et toujours une déflation. Pour chaque zone, des actifs différents performeront mieux que d'autres. Par exemple ici, l'immobilier ou les matières premières, les actions cycliques, etc. pourront mieux performer. Ici, nous serons dans une zone où ce sera plus le monétaire, tout ce qui est obligations également d'État, qui pourront performer. Dans cette zone également, les obligations par exemple, obligations d'entreprise aussi. Et enfin, dans cette zone, avec une forte croissance, les actions pourront également performer par rapport aux obligations par exemple. L'objectif de Ray Dalio va donc être de capter cette performance, peu importe le cycle économique. Pour ceci, il va se placer dans ces différentes zones, dans ces 4 zones, avec des actifs qui correspondent à chaque zone. Ainsi, il va pouvoir capter la performance s'il y a de la forte croissance et une forte inflation, mais par contre, le jour où il y aura un retournement de tendance et que par exemple il y a une déflation et une faible croissance, il va toujours être exposé à cette zone-là, puisqu'il aura déjà acheté précédemment des obligations. Donc ces actifs qui performent aujourd'hui ne seront pas les actifs qui vont performer demain. Mais peu importe, lui son but c'est de minimiser la volatilité tout en sécurisant le patrimoine de ses clients et en permettant une croissance stable et continue. En revanche, avec cette méthodologie, il ne pourra pas avoir la même performance que l'actif tendance du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le portefeuille de Ray Dalio, les dernières années où les actions tech américaines étaient surperformantes, le portefeuille de Ray Dalio, lui, aurait capté seulement une petite partie de cette performance action tech américaine, puisqu'il aurait été également exposé à d'autres actifs pour anticiper un retournement de tendance et un retournement de tendance surtout macroéconomique. Cette stratégie peut être bonne pour une personne avec une certaine aversion au risque ou de plus en plus dans une optique de sauvegarde de capital car la retraite arrive dans les prochaines années par exemple. On se retrouve ici sur le portefeuille de Ray Dalio avec ce diagramme qui nous indique les différents secteurs qui composent son portefeuille. Alors, avant toute chose, le portefeuille qu'on va voir correspond à la partie action du portefeuille de Ray Dalio. Et comme je l'ai dit précédemment, le but avec cette méthode, c'est d'avoir également d'autres actifs tels que des obligations, matières premières, etc. pour protéger son portefeuille de la volatilité du marché action, entre autres, ou d'autres marchés, puisque la volatilité est également sur le marché obligataire, etc. Donc, on voit sur le marché action que la majorité du portefeuille est sur la partie technologie. En effet, on reste toujours dans le même schéma. Les dernières performances, les performances des dernières années étaient sur le secteur de la technologie. Ici, nous voyons que 37% du portefeuille est sur autres. Cela veut dire que c'est sur les obligations, les matières premières, l'or, etc. Donc, regardons maintenant le portefeuille action de Ray Dalio. Tout d'abord, nous pouvons voir que la majeure partie de son portefeuille est composée d'ETF. Donc nous avons des trackers qui répliquent l'indice du S&P 500 qui compose la majeure partie de son portfolio. Et ensuite, nous avons des trackers également sur tout ce qui est marché émergent. Et enfin, nous arrivons sur des actions telles que Alphabet, Nvidia ou encore Meta, Microsoft. Donc là, on retrouve des actions qu'on peut retrouver également chez d'autres investisseurs tels que Warren Buffett ou encore sur le hedge fund Tiger Global. Nous retrouvons des entreprises de qualité et anciennes telles que Visa, donc celle-ci on la retrouve également chez Warren Buffett. Donc maintenant, on va également s'intéresser à l'activité du portefeuille en décortiquant les ventes qui ont été faites sur les différentes actions ou les ETF.
Ici, on voit bien que au quatrième trimestre 2024, plusieurs ventes ont été faites sur les ETF S&P 500, marché émergent, mais également sur des actions pures comme Nvidia, Meta ou encore Alphabet. Prenons par exemple l'ETF S&P 500. Donc on voit ici la dernière vente, c'était 183 000 unités de cet ETF qui ont été vendues, ce qui en fait la plus grosse vente depuis février 2023. Il y a eu beaucoup d'achats sur ces dernières années. Sur ces 5 dernières années, il y a eu beaucoup d'achats, mais il y a également eu quelques ventes, dont une grosse au quatrième trimestre 2024, donc vers novembre 2024. Quand on passe sur le stock picking avec les actions, par exemple si on regarde Microsoft, qui est une bonne action avec des bons fondamentaux, on voit qu'il y a eu 2 grosses ventes successives avec 203 000 actions vendues pour la dernière transaction en novembre 2024 et 220 000 en août 2024 environ. Donc là on remarque bien que comme Warren Buffett, il y a quand même une tendance vendeuse sur les derniers mois, sur le dernier trimestre 2024. Maintenant qu'on a pu analyser rapidement les portefeuilles de ces grands investisseurs, voir leurs tendances et leurs points de vue, c'est-à-dire ici ils sont plutôt à la vente sur les derniers mois, voir également quelles entreprises ils détenaient, puisqu'on voit qu'il y a quand même une redondance sur certaines entreprises, surtout dans le secteur de la technologie, on va pouvoir en tirer quelques conclusions. Ce travail de recherche est important si vous souhaitez sélectionner vous-même vos actions. Partir d'un travail en copiant les plus grands est intéressant. Alors je ne dis pas qu'il faut copier-coller ce qu'ils font, il faut surtout s'inspirer et ensuite, une fois que vous avez fait vos premières conclusions, faire vos propres recherches pour sélectionner les entreprises qui vous conviennent. En regardant de plus près les portefeuilles de ces investisseurs, certains noms d'actions apparaissent et reviennent fréquemment. Ici par exemple pour Warren Buffett, on peut voir l'action Visa ou encore Mastercard, que l'on peut retrouver par exemple sur le portefeuille de Ray Dalio avec l'entreprise Visa ici. Chez Ray Dalio, on peut également retrouver du Alphabet ou du Amazon. En bref, on remarque une forte concentration autour des géants technologiques comme Apple, Microsoft, Amazon, etc. Ces entreprises qui ont dominé les marchés au cours des dernières décennies continuent de figurer parmi les choix favoris de ces investisseurs. On peut voir une vente massive de la part de Ray Dalio, Warren Buffett sur le quatrième trimestre 2024. Est-ce que c'était dû à l'incertitude économique ? Est-ce qu'ils considéraient les valorisations des actions américaines technologiques trop importantes ? Ou était-ce un simple arbitrage de portefeuille ? Quoi qu'il en soit, analyser le portefeuille des plus grands investisseurs permet d'avoir une tendance et surtout un point de départ pour développer son esprit critique dans le monde de l'investissement en bourse et plus particulièrement dans les actions. Tu pourras prendre des idées et amorcer tes recherches à partir de ce point. Sélectionne ensuite correctement tes entreprises ou ETF, puis tiens ton plan. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater sur le monde de l'investissement en général et pour apprendre à investir correctement. Pose-moi tes questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Dis-moi également sur quelle action tu investis, est-ce que tu renforces en ce moment, est-ce que tu ne fais rien, est-ce que tu as vendu? Dis-moi tout ça en commentaire, à très vite pour une autre vidéo, allez salut!